Bonjour, je m'appelle Max Molon, je suis géologue. Bienvenue à la soirée de sensibilisation aux conséquences du dérèglement climatique. Alors ces conséquences, quelles sont-elles pour Clermont-Ferrand? Pluies torrentielles et glissements de terrain, espèces végétales invasives, canicules et migrants dus au déplacement climatique, ces choses-là, nous les connaissons. Nous allons plutôt nous concentrer sur le cas d'école de Lyon en janvier de l'année dernière. Ces images d'archives montrent ce que l'on a pu éviter, même si depuis, le Rhône est contenu par des digues anti-crues. Voici l'implantation du cours d'eau du Rhône. Ce qui est remarquable, c'est les conséquences du yo-yo climatique sur ces fleuves. Le yo-yo climatique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ici, dans les semaines dernières, nous avons eu un temps extrêmement clément. Le week-end dernier, il faisait 6 degrés à Lyon et sûrement ici également, tandis que Météo France annonce 25 degrés lundi prochain. Tandis qu'il pleut ici, il neige dans les montagnes. Quand il se met à faire chaud, la neige fond et vient gorger le Rhône. Le Rhône rentre en crue. C'est la brutalité de ce changement, dans un très petit temps, que l'on appelle le dérèglement climatique, qui donc n'est pas un réchauffement climatique, même s'il y a un réchauffement des températures. Comme vous l'avez sûrement suivi à l'époque de janvier l'année dernière, la violence de cette crue était exceptionnelle et a surpris tout le monde. Elle a surpris en particulier sur ce point la centrale nucléaire du Bugey. En amont de Lyon, la crue est devenue une inondation. À cet endroit-là, a endommagé la centrale. Et la préfète avait 24 heures pour réagir à un désastre écologique sans précédent. On voit ici la zone inondable en rose. Sachant que la raffinerie de Feyzin, qui se trouve en dessous, signifiée par le triangle, a connu d'ailleurs une explosion 2 ans après son ouverture, en 1966. Et toute cette zone et la vallée en dessous auraient pu être victimes du coup des produits chimiques et radioactifs charriés par ce Rhône déchaîné. Et donc la préfète a décidé, en suivant les recommandations des expertes, d'ouvrir la digue à 2 points pour inonder Vaux-en-Velin plutôt qu'inonder toute la vallée. Et par ce lourd sacrifice, permettre d'éviter une catastrophe écologique sans précédent. La question ici, c'est comment on se relève de cette crise après. On va assister à un fragment d'émission radio qui date de 6 mois plus tard. Afin d'être très concentré, je vous invite à tous fermer les yeux, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Ça nous permettra d'être très concentrés sur l'émission de radio qui va vous raconter ce qui s'est passé 6 mois plus tard. Allons-y. Information à Lyon, 6 mois après la catastrophe, l'heure de faire les comptes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, un bilan en demi-teinte, une enquête de Siegfried Mollis qui va. Juillet 2048, Vaux-en-Velin. Le triste paysage offert par l'inondation du 25 janvier dernier commence à peine à évoluer. Voiture sur le dos, devanture de pharmacie éventrée par un tronc échoué et une zone baignée de traces toxiques. Situation de crise? Pas pour tous. Léopoldine Raby, serial entrepreneuse et conseillère en résilience écologique pour la région, voit cela comme une opportunité. Plutôt que de lutter contre le réchauffement climatique, Léopoldine Raby prend le pari de vivre avec. Mieux que ça, elle en a fait son gagne-pain. En lançant il y a 6 mois sa compagnie de voyage Solid Air, elle surfe sur la mode du tourisme écologique. Elle propose de passer ses vacances d'été en prêtant main forte aux Lyonnais pour renforcer les rangs de l'action de nettoyage Solid Air. L'entrepreneuse n'en est pas à son premier coup d'essai, notamment dans l'accompagnement à la transition économique. Changement d'activité des stations de ski dû au yo-yo climatique en pleine saison, mutation de la cuisine des bouchons lyonnais s'adaptant aux nouvelles denrées venues du sud, ce qu'elle appelle le néo-local. Oh bah vous savez, les touristes, ce qu'ils aiment, c'est redécouvrir la France. Hein. À la fin du séjour, on leur réserve différentes visites à thème. Alors déjà, le safari. On les emmène photographier les animaux venant du grand parc Miribel-Jonage, qui ont envahi certaines rues de Vaux-en-Velin. Ensuite, la culture, avec le concert de charité par des artistes locaux en faveur de la rénovation. La gastronomie, avec le nouveau Bocuse qui revisite la cuisine méridionale à la lyonnaise. Et enfin, la détente. On les remonte dans les Alpes, auprès de nos partenaires, en station de ski thermal. On exploite l'eau de fond des neiges et on remplit les bains. En demi-teinte de cette success story, le malaise demeure dans la région. Alors que certains pleurent encore de lourdes pertes, la réduction d'impôts proposée aux hôtes de personnes sinistrées ne suffit pas. En effet, certains habitants peinent encore à trouver un logement stable. Et malgré les pieds au sec, les assurances ont encore l'eau jusqu'au cou. Ce que vous venez de vivre à l'instant était une fiction. Vous l'avez deviné.
Et cette fiction a été construite en collaboration avec des experts, géologues, urbanistes de l'école urbaine de Lyon. J'ai construit cette fiction et on l'a utilisée pour démarrer un débat avec les experts et les citoyens sur les enjeux du dérèglement climatique à l'échelle urbaine. Pour débattre les enjeux tous ensemble, nous nous sommes concentrés sur ce personnage, Léopoldine Raby. Le personnage de Léopoldine Raby, ici, effectivement un personnage fictif qui n'a rien à voir avec la famille Raby ou Pierre Raby, incarne de manière dérangeante le sujet du débat, le fait d'utiliser la crise comme la poule aux œufs d'or. Elle incarne les logiques ici de l'exploitation et du profit, elle incarne l'une des sources du problème climatique. En effet, d'après les géologues du GIEC, la source du réchauffement, c'est notre production de CO2, qui a explosé sur les 150 dernières années depuis la révolution industrielle. On peut dire que notre système capitaliste est construit sur une autre fiction, celle d'une croissance économique infinie dans un monde aux ressources limitées. Alors cette fiction spéculative que vous avez vécue, ce n'est pas de la science-fiction. Cette manière d'aller explorer l'ailleurs pour discuter d'ici et maintenant, c'est ce qu'on appelle le design fiction. Donc effectivement, je m'appelle Max Molon, mais je ne suis pas géologue. Je suis futurologue spécialisé dans le poil à gratter et designer. J'anime des débats comme je l'ai fait en janvier dernier à Lyon, et non pas en 2048. Ce que vous venez de découvrir, donc, c'était du design fiction, mais aujourd'hui on va parler d'innovation et comment cette pratique du design fiction permet de relancer l'innovation droit dans le mur pour nous permettre d'en parler. Qui a un téléphone dans l'assistance, s'il vous plaît? Veuillez lever les mains. Merci beaucoup. Vous voyez, des ingénieurs et des designers ont conçu ces téléphones. Avant, quand je faisais mes études de design, je pensais que le design, c'était de concevoir uniquement des objets, mais aujourd'hui, dans le domaine de l'innovation, le design, c'est de façonner notre relation aux nouvelles technologies. C'est de trouver leurs usages. La raison pour laquelle je vous parle d'innovation, c'est que c'était mon domaine, celui dans lequel j'évoluais. Et que face au dérèglement climatique et aux grands enjeux de la société, la réponse qui revient à chaque fois, c'est « relançons l'innovation ». Ensemble, je vous propose de déconstruire cette expression et d'en construire une critique. Relancer l'innovation, c'est une expression qui raconte notre société à elle toute seule. Elle symbolise le récit puissant, celui du progrès, un récit sur le progrès qui nourrit nos imaginaires des vaccins jusqu'aux voitures volantes. Et on peut faire trois critiques que je construis avec une chercheuse qui s'appelle Tiffaine Kazitani, que je souhaite remercier ici. Pour expliquer ces critiques, je vais partir de ce schéma. C'est un schéma très connu dans le domaine depuis 15 ans, et je vous renvoie vers les travaux de Julian Blicker ou le duo Dunn and Raby des Anglais, pour vous intéresser au sujet du design fiction. Ce diagramme, quand on le déploie, on voit que sur l'axe du présent, sur cette représentation linéaire du présent vers le futur, on a la vaste quantité des futurs possibles, en tout cas du plus probable au moins probable. En prospective, on aurait tendance à prédire, à essayer de prédire ce futur ou à essayer de faire prendre un virage à la société. Ici, on va essayer de questionner dans cet espace des possibles où se trouve le préférable. Et donc, pour revenir à cette phrase « relançons l'innovation », la première critique qu'on va développer, c'est que les technologies ont des conséquences insoupçonnées, qui se passent après cette situation préférable qu'on a imaginée. Prenons un premier exemple. Les technologies de séquençage de l'ADN, qui permettent, dans le domaine de la santé, de savoir, donc ce gros frigo-là, c'est quelque chose qui séquence votre ADN, avec un cheveu, une goutte de sang préférablement, qui permet de connaître vos sensibilités en termes de santé, en fonction de votre alimentation ou des produits chimiques auxquels vous êtes confrontés, quel type de problème de santé vous pourriez développer par rapport à votre propre patrimoine génétique. Quand on couple ça aux algorithmes de prédiction, dans le domaine de la santé, on en vient à pouvoir modifier un tout petit peu le genre d'interface que l'on trouve quand, par exemple, on essaye d'enregistrer nos compétences et nos performances dans le domaine du footing, de la course ou du sport, et ici pour essayer de préciser quelle serait votre espérance de vie. Ce scénario très probable pose un problème qui serait, par exemple, le fait qu'une assurance vous proposerait une prime pour pouvoir avoir accès à vos tickets de caisse ou voire tout simplement mettre un capteur dans vos toilettes. Et ce projet a été construit en collaboration avec des chercheurs de l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie, et le but était de leur montrer ces scénarios pour les confronter au futur de leur propre recherche.
Ensuite, j'ai designé une autre étape en travaillant non plus avec l'INRA, mais avec l'Espace éthique Île-de-France, qui est une commission éthique à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et sur le même sujet, on s'est questionné plutôt sur des angles sociaux. Là, par exemple, on a imaginé que si le système de santé était construit différemment, ce système de santé qui prend cette direction, on n'irait plus chez le médecin avec un symptôme, on recevrait un email qui nous dirait, en fonction du capteur qu'on a dans vos toilettes, on sait qu'attention, vous allez développer une maladie grave. Et ici, on a imaginé que le groupe des malades génétiques anonymes avait créé leur propre application pour s'échanger des petites annonces. Et par exemple, ici, cette personne profite de la soirée adrénaline et artifice avant le grand soir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le design fiction, ici, permet de révéler des conséquences éthiques qui sont après la zone du préférable, que les ingénieurs ou que moi, en tant que designer, j'aurais imaginé, et d'aller chercher en dehors de cette zone-là. Et la raison pour laquelle on appelle ça du design, finalement, c'est qu'on s'intéresse vraiment aux usages de demain, dans ce cas-là, aux usages et aux objets qui peupleraient ce monde fictionnel. Deuxième critique, c'est se poser la question sur quoi s'appuie le progrès pour advenir. Sous, finalement, cet espace des possibles, des futurs, de l'innovation, sous le tapis, il se passe quelque chose d'invisible, qui est l'exploitation des ressources, qui sont, elles, limitées. Un des exemples du mythe de l'innovation serait la révolution du tout électrique. En 2018, la France se positionne numéro 1 des champs d'éoliennes offshore comme celui-ci, même si celui-là est à Middelgrunden, qui est un détroit entre le Danemark et la Suède. Pour fabriquer ce genre de composants qui viennent stocker l'énergie, il y en a dans tous nos téléphones, il y en a dans les LED, dans les ordinateurs portables, les panneaux photovoltaïques et les éoliennes et les batteries de voitures électriques. Il faut miner des terres rares. Aujourd'hui, le premier exploitant de terres rares au monde, qui a plus de 90% de part du marché, c'est la Chine. Et 2 tiers de leur production vient d'un endroit, en Mongolie intérieure, dans une mine à Baotou. Et cette mine-là, quand on zoome un petit peu, vous pouvez le faire vous-même sur Google, vous allez voir cette zone sur le côté. Cette zone sur le côté, c'est là où les déchets viennent s'accumuler. Et ces déchets contiennent des matériaux radioactifs, donc de l'uranium ici, qui sont 32 fois supérieurs à la concentration normale, sachant que Tchernobyl était à 14 fois. Du coup, la Chine va être face à un problème écologique majeur. Et pourquoi la Chine a un monopole? Tout simplement parce que les autres pays ont arrêté cette production, à cause des enjeux de pollution et des enjeux écologiques. C'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui entre 90 et 97% de part de ce marché. Donc, conclusion, avec notre approche actuelle et à la vitesse à laquelle nous consommons nos ressources, il nous faudrait une deuxième planète Terre pour arriver à continuer d'explorer ces futurs-là. La troisième critique, c'est que le récit du progrès ne s'appuie pas uniquement sur l'exploitation de ressources qui sont elles limitées, mais aussi sur l'exploitation de personnes qui sont asservies. C'est quelque chose que moi, personnellement, et je parle à mon propre titre, j'ai découvert alors que je designais justement ce genre d'objet, des téléphones, et je pensais généralement à l'utilisateur qui va s'en servir, comment faire pour que ça marche le mieux, à la marque, au coût des matériaux et puis au prix final. Mais je ne pensais jamais aux personnes qui permettent à cet objet d'exister. Donc, par exemple, dans nos téléphones et dans tous les produits électroniques, il y a du cobalt. En tout cas, on doit miner du cobalt. Et l'une des mines principales en République démocratique du Congo emploie 150 000, ce qu'on appelle des creuseurs, 150 000 creuseurs, et sur ces 150 000, un tiers sont des enfants. Amnesty International dénonce des maltraitances envers ces enfants, en particulier parce qu'ils sont payés entre 1 et 2 euros par jour, mais aussi parce qu'ils sont exposés à des poussières toxiques qui leur provoqueraient des maladies pulmonaires. La deuxième étape, c'est le montage de ce téléphone et de ses composants. On se rappelle, pour ceux qui avaient suivi, la crise qu'avait Apple avec ses usines en Chine, Foxconn, où un certain nombre d'employés s'étaient suicidés du fait d'avoir 12 heures de travail par jour et d'avoir un seul jour, ou en tout cas période de congé par an pour aller voir leur famille, et qui était parfois supprimé. Et enfin, quand nos objets sont en fin de vie, et je me suis rendu compte que ces objets que je produisais, quand ils étaient en fin de vie, ils quittaient notre territoire et finissaient à Accra, par exemple, la capitale du Ghana, ou dans une déchetterie à ciel ouvert, 41 millions de tonnes de déchets s'accumulent par an, là où le reste du continent africain accumule 1,9 million de tonnes. La conclusion, c'est qu'ils vivent finalement un cauchemar pour qu'on puisse vivre notre rêve de l'innovation, celui auquel je participais en tant que designer. Et si vous êtes intéressé par la question, vous pouvez aller voir le concept d'Annibal Quijano, qui parle de colonialité,
ou encore le chercheur français Antonio Casilli qui parle de colonialité numérique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui, comment finalement cette matrice coloniale du pouvoir fait encore effet aujourd'hui via la production des objets numériques. Donc relancer l'innovation comme réponse aux grands défis écologiques, c'est relancer ces trois problèmes. Le problème des conséquences éthiques potentielles des technologies, le problème de l'exploitation des ressources et le problème de l'exploitation des personnes. Mais du coup, quoi faire ? Alors, je vous donne ce que moi, j'essaye de faire personnellement, et peut-être ça peut vous inspirer. J'essaye de me dire qu'est-ce qui est hors champ, même si je suis cantonné de mon point de vue occidental à cette vision-là de ma société qui est construite sur ce mythe du progrès. Qu'est-ce qui se passe hors champ ? Suis-je conscient de qui travaille pour moi ? Par exemple, les étudiants et les bénévoles qui organisent cette soirée, mais aussi les personnes qui font le ménage avant et après cet événement, et qui, sans elles, on ne serait pas là ensemble, en tout cas pas dans ces conditions. D'ailleurs, autant les remercier. Deuxième point, qu'est-ce que je peux arrêter ? Par exemple, il y a 6 ans, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des téléphones portables. Donc je recycle ceux que les autres personnes jettent. Je les réutilise alors qu'ils sont encore en état de marche. J'ai également arrêté le design dans le domaine de l'innovation. À la place, je fais du design fiction pour relancer l'innovation droit dans le mur, comme je dis, et nous permettre d'ouvrir une brèche de discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Peut-être arrêter d'acheter sans savoir d'où viennent les choses. Ou encore, il y a une phrase que j'aime bien qui est de dire que parfois c'est en arrivant en haut de l'échelon qu'on se rend compte que l'échelle de notre carrière, on l'avait mis sur le mauvais mur. Alors que peut-être qu'on pourrait arrêter notre métier et en faire un autre. En tout cas, la manière dont on le fait. Et enfin, apprendre. Et pour détailler ce point-là, je reviens sur ce schéma, pour dire que notre récit de l'innovation, finalement, c'est un récit dominant qui écrase les autres manières de vivre en dehors de ce récit-là, en dehors de ce triangle. C'est par exemple pour nous complètement inconcevable, en tout cas très difficile d'imaginer comment vivre sans progrès, sans croissance, sans profit, et peut-être aussi sans pollution. Alors que peut-être les réponses ne se passent pas à l'intérieur de ce cône, mais à l'extérieur. Et qu'il faudrait aller chercher d'autres présents, d'autres manières de vivre au présent, sans aller explorer le futur, d'aller voir d'autres manières de vivre dans ces présents qui peinent à devenir des futurs, justement. Mais également aller voir dans nos modes de vie passés, ces modes de vie que l'on a éteints parce qu'ils ne correspondaient pas à ce récit d'une société capitaliste fondée sur le progrès et l'innovation. Et souvent, certains parlent d'un mur du futur. Donc je propose que si l'on est face à un mur du futur, peut-être que l'on ne marche pas dans la bonne direction. Merci beaucoup.